vai, non lo rimpiangerai. Cogli la primavera, cogli la primavera, cogli la primavera. Bella che così fiera vai, non aspettare mai. Cogli la primavera, cogli la primavera, cogli la primavera. Danzala la vita tua, al ritmo del tempo che va. Vivila la tua allegria, cogli la primavera. À Rome, les intérêts antagonistes qui opposent la coalition des promoteurs immobiliers et des propriétaires fonciers d'un côté à celle des coopératives d'habitants aidées par des organisations de défense des locataires comme l'Unione Inquilini de l'autre, structurent sur un temps long l'évolution urbaine de la cité romaine. Pour les premiers, c'est la loi du profit qui prévaut, avec pour conséquence le renvoi des précaires et des classes moyennes toujours plus loin en périphérie urbaine, à 30-40 km du centre de Rome, dans des espaces relégués qui ne disposent pas des équipements nécessaires qui font et qui fondent la ville. Pour les seconds, il s'agit tout à la fois d'éviter le gaspillage patrimonial public vacant, groupes scolaires, bâtiments publics divers, en le recyclant au profit de populations victimes de processus de précarisation et d'expulsion, tout en cherchant à refonder une ville plus solidaire et plus humaine. De manière symbolique, notre itinéraire romain au sein des coopératives d'habitants consiste à mettre les uns et les autres à l'épreuve de la bouche de la vérité. La ville de Rome possède un immense patrimoine public composé d'écoles, de logements et de bureaux. L'affrontement politique et social porte fondamentalement sur l'idée de ville. Il s'agit de récupérer ce qui existe déjà dans la ville pour empêcher d'aller construire en banlieue, à 30 ou 40 km de Rome. Les immeubles publics sont soumis à la spéculation. Un terrain, comme celui sur lequel nous nous trouvons, aurait pu accueillir la construction d'un supermarché ou se transformer en parc aménagé par la commune. Il est clair qu'il y a un affrontement politique sur des lieux comme celui-ci, et c'est pour cela qu'il y a des mouvements de lutte qui entendent garder ces espaces comme lieux d'habitation. On ne veut pas aller habiter en banlieue dans un quartier sans âme. On veut rester habité dans un quartier où on a ses habitudes de vie, un quartier qui existe avec des écoles, des transports, des services publics. C'est pour ça qu'on parle d'autorécupération, parce que dans ces projets, l'intervention publique est indispensable et décisive. On ne peut pas faire sans la puissance publique, mais l'autorécupération, c'est aussi les habitants de ces lieux qui participent à la rénovation. La pratique résidentielle de l'autorécupéro correspond à partir de 1998 à Rome et en région Lazio à la mise en place de programmes de réhabilitation de bâtiments publics vacants et dégradés, de préférence situés dans les arrondissements centraux de Rome, afin d'y produire des logements dignes, abordables, qui répondent aux principales normes écologiques. Par exemple, le travail sur les enveloppes thermiques des bâtiments, la récupération et recyclage des eaux de pluie et usées, le tri sélectif, le recyclage des déchets ménagers, l'utilisation préférentielle de peintures biodégradables. Dans ce cadre légal, le propriétaire public assure la charge de l'entretien des parties communes du bâtiment, tandis que la coopérative intervient dans les logements en constituant une banque du temps, c'est-à-dire en ayant recours au travail de ses membres et de leurs compétences professionnelles. Les coopérateurs démontrent à cette occasion leur génie technique, c'est-à-dire tout un ensemble de compétences et de savoir-faire techniques jusque-là ignorés par les expertises légitimes. Avec l'autorécupéro, des ménages et personnes seules, disposant de faibles revenus, souvent victimes d'expulsion, retrouvent un logement décent dans Rome sur la base d'investissements financiers modiques de 30 à 50% en dessous des prix du marché, y compris en comparaison du secteur locatif social. Rome est le théâtre depuis longtemps de plusieurs expériences et pratiques de coopératives d'autorécupération qui sont toutes nées de mouvements de lutte sociale qui ont contraint la région et la mairie de Rome à réorienter des immeubles publics comme des écoles ou des bureaux en lieux d'habitation, en appartements.
L'autorécupération est possible pour les habitants parce qu'elle est accompagnée. L'autorité publique prend à sa charge les abords, les façades et les parties extérieures communes, et les habitants, par le biais de la coopérative, s'occupent de l'intérieur des logements, de l'aménagement des appartements, qu'ils peuvent rénover seuls ou épaulés par des artisans ou des entreprises de leur choix. La ville de Rome possède un immense patrimoine public composé d'écoles, de logements, de bureaux. Le bâtiment qui est derrière moi se trouve au cœur du Rione Trastevere, un quartier historique romain entre le Tibre et la Via della Lungaretta, un axe urbain qui remonte à la Rome antique et qui structure la partie la plus ancienne du Rione. Cet immeuble de 3 étages est un ancien couvent fondé au VIe siècle. L'église en fut expropriée à la fin du XIXe siècle après l'unification de l'Italie, et ce dernier fut utilisé comme résidence jusqu'au début des années 1980. À cette période, la ville de Rome décide de l'évacuer de ses habitants pour réaliser des travaux de consolidation de la structure. Ce projet municipal s'inscrivait alors dans une démarche plus vaste de rénovation urbaine du quartier, mais ce projet est malheureusement demeuré sans suite. L'immeuble, qui a été vidé de toutes ses cloisons et aménagements intérieurs, est donc resté vacant jusqu'à son occupation en juillet 1989, où un groupe de 30 personnes, auto-organisées, décident de l'occuper et le réaménager eux-mêmes en auto-récupération. À cette époque, la situation des expulsions est dramatique à Rome, surtout dans les quartiers centraux. Ces squatters, dont le nombre a varié entre 1989 et 2005, en fondant la coopérative Vivere 2000, ont gagné le droit d'occuper cet ancien couvent qui aurait dû être vendu aux promoteurs immobiliers et participer au processus de spéculation immobilière. La moitié des familles étaient frappées par une ordonnance d'expulsion. On comptait parmi elles 2 couples de retraités, des personnes invalides, 2 familles d'artisans, 2 artistes, 3 employés. Aujourd'hui, 12 foyers bénéficient des 12 logements coopératifs. La première expérience d'occupation d'un immeuble dans le centre de Rome a eu lieu en 1969, mais celle-ci est la seule qui existe encore aujourd'hui dans le centre historique. La coopérative de la Piazza Sonnino peut être lue comme un accident de l'histoire urbaine. En toute hypothèse, cet ancien couvent du XVIe siècle, avec ses 12 logements, aurait dû finir dans le patrimoine d'un opérateur immobilier qui aurait su en tirer le plus grand profit. Or, rien de tel ici. Les familles modestes y vivent avec des loyers 3 fois inférieurs à ceux qui ont cours sur le quartier de Trastevere, de l'ordre de 1800 € par mois. Imaginez la même situation sur les quais de Seine à Paris. Les occupants ne payent pas de loyer, mais contribuent aux frais de gestion, comme dans une copropriété, et chaque foyer rembourse sa part du crédit propre à la rénovation de son appartement. Ce qu'il y a de positif dans cette opération, c'est que 12 familles ont pu être relogées, pour un coût proche de 0 pour la mairie, qui est propriétaire du bâtiment, car tous les travaux intérieurs ont été entièrement réalisés par les occupants, mais d'un autre côté, la mairie ne tire aucun profit de cette opération. Pour reproduire l'expérience de la coopérative Vivere 2000, ailleurs dans Rome, il faut avoir beaucoup de volonté et d'opiniâtreté politique et économique pour le faire, car Rome est vraiment gérée par les promoteurs immobiliers. Ce n'est pas non plus un clivage gauche ou droite, tout le monde est favorable à ce genre de projet, mais quand il faut le concrétiser, économiquement et administrativement, les soutiens s'évanouissent. Normalement, pour qu'un projet d'auto-récupération aboutisse, il faudrait d'abord repérer un bâtiment et le rénover avant de l'occuper. Mais pour faire bouger les administrations, les politiques et les financiers, c'est l'inverse qui se produit.
Ce que nous attendions de la loi régionale de 2000, c'était la mise en place de procédures permettant d'éviter les situations conflictuelles, et nous attendons toujours. 1998. Le gouvernement Berlusconi transfère la compétence logement aux 23 régions italiennes. Le désengagement budgétaire de l'État italien est total. Dans le même temps, quelques militants de l'Unione Inquilini, engagés en faveur de la défense d'un droit effectif au logement, rejoignent la liste centre-gauche, candidate aux élections régionales du Latium. Cette coalition obtient la majorité au sein de l'Assemblée régionale. Devenus conseillers régionaux, ils font voter, phénomène notoire à l'unanimité droite-gauche, par l'Assemblée régionale, la première loi sur l'autorécupération résidentielle. L'article 1 de la loi régionale est essentiel, car il légalise l'occupation résidentielle sous la forme de coopératives, de bâtiments publics laissés vacants par leurs propriétaires. Cette loi de 1998 détaille la procédure des appels d'offres lancés par la mairie, définit les rapports entre administration communale et coopérative et insiste sur l'importance de l'usage de technologies bio-architecturales. Sur ce dernier point, la région s'engage à aider financièrement les coopératives soucieuses du respect de l'environnement. J'ai été expulsé après avoir vécu 35 ans dans un logement public à cause d'une loi de 1994 qui permettait aux sociétés immobilières qui avaient construit des logements publics de racheter les immeubles et de revendre les appartements à des prix très élevés. Devant l'impossibilité de faire valoir mes droits sur mon appartement, j'ai donc entrepris une activité militante avec d'autres locataires, c'est-à-dire 54 familles, pour créer une coopérative et racheter l'immeuble. Mais cela n'a pas été possible à cause de tous les lobbies politiques et financiers qui n'avaient pas intérêt à ce que notre projet aboutisse, et certaines familles qui ont rompu notre action de solidarité en rachetant leur appartement au prix demandé. Les familles solidaires ont donc été expulsées avec un préavis de 2 ans et la coopérative n'a pas pu se créer. Ma rage d'avoir été traité comme un chien m'a poussé à m'engager dans ce mouvement de lutte avec des gens qui étaient dans la même situation que moi. On a commencé à squatter des bâtiments municipaux jusqu'en 1998, date à laquelle on a pu rencontrer les autorités municipales et régionales pour commencer à discuter des projets d'autorécupération. Dans l'approche d'autorécupération, il y a réellement une contribution des habitants par le biais de la coopérative. Tout est encore dans une phase expérimentale. On est en train d'essayer de comprendre les problèmes qui se posent au quotidien pour mieux les résoudre par la suite. En Italie, on assiste à un appauvrissement significatif de la classe moyenne. Pour vous donner des chiffres, avant l'entrée en vigueur de l'euro, quelqu'un qui gagnait 2 millions de lire par mois vivait correctement et était considéré comme quelqu'un de la classe moyenne. 2 millions de lire sont devenus 1 000 euros. Si, sur un salaire de 1 000 euros, on en paye 900 pour le loyer, on devient pauvre. Le coût moyen dans des projets d'autorécupération est de 1 130 euros du mètre carré, terrain exclu. Dans ce cas particulier, pour cet immeuble où nous nous trouvons, le coût a été de 500 euros par mètre carré pour la mairie de Rome. Et pour nous, la coopérative, nous allons terminer les travaux avec un coût d'environ 400 euros par mètre carré par appartement, donc un coût total de 960 euros environ. Pour vous donner une comparaison avec les HLM, la mairie de Rome achète des logements à 40 km du centre à 2 200 euros du mètre carré. À la suite de la chute du gouvernement Prodi, en avril 2008, le Popolo della Libertà, ex-Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, remporte les élections nationales et locales. Walter Veltroni, le maire sortant de Rome, adversaire de Berlusconi aux élections nationales, est battu. Rome, gérée à gauche depuis 1946, passe à droite. Le nouveau maire de Rome est Gianni Alemanno, du PDL. Dante Pomponi, adjoint au logement de Veltroni,
fortement engagé dans la défense du droit au logement, laisse sa place à Fabrizio Guerra, Alliance nationale. La nouvelle municipalité romaine apporte une vague de changements au sein de l'administration communale, notamment au sein du service précédemment dédié aux coopératives d'habitants, qui voit ses cadres partir les uns après les autres. Dante Pomponi reprend ses activités militantes, notamment au sein de la coopérative Tecla. Il est toutefois essentiel de noter que bien que confrontés à un environnement politique qui ne leur est pas favorable, du moins en début de mandat, les coopératives romaines continuent à exister et à faire la démonstration de leur vitalité créatrice. À leur sujet, la nouvelle municipalité romaine évoque désormais la notion de continuité administrative. Cette expérience d'autorécupération est née au début des années 90. Nous avons commencé par nous interroger sur la notion de ville elle-même. En effet, à Rome, les gens qui avaient besoin d'un logement étaient jusque-là déplacés dans les banlieues, très loin de Rome, qui ne disposaient d'aucun service. Cette logique de transfert à l'extérieur de la ville ne nous convenait pas. Nous nous sommes dit, Rome dispose de 150 000 logements vacants et continue à s'agrandir à l'extérieur de la ville. Donc pourquoi ne pas réhabiliter la ville? La réhabiter en y ramenant les habitants qui risquent une expulsion et ainsi faire de Rome une ville consolidée. En tant qu'association, nous avons impliqué 50 familles qui avaient été expulsées et qui vivaient à l'extérieur de la ville consolidée. Nous avons fait en sorte qu'ils deviennent les protagonistes de ces expériences d'autorécupération. Cette idée, au début, les a effrayés. Nous avons organisé des réunions avec des familles intéressées, avec nos amis architectes, et on ne parlait pas que du logement, de la maison, mais on abordait aussi des questions telles que la durabilité environnementale. On a commencé à construire une véritable proposition avec des réunions, parfois difficiles, parce qu'il n'y avait pas d'expérience précédente sur le sujet, que ce soit à Rome ou en Europe. Quand nous avons lancé l'idée de l'autorécupéro, nous avons dû faire face à beaucoup de problèmes, surtout qu'à Rome, qui est la ville du bâtiment par excellence, on voyait ce genre de proposition comme un obstacle important. Nous avons montré que le fait de construire du neuf était moins intéressant qu'une expérience d'autorécupération, que ce soit du point de vue économique, de la main-d'œuvre engagée et des retombées sur l'emploi. Ces considérations ont créé des affrontements parfois très vifs avec les autorités locales de centre-gauche de l'époque. Il y eut beaucoup de résistance jusqu'en 1987, jusqu'à une première décision du conseil municipal qui a autorisé cette expérimentation. Nous avons fait valoir l'idée de garder les familles dans la ville sans avoir à les exiler à l'extérieur. Nous avons aussi parlé de qualité de l'habitat parce que nous voulions un lieu où nous pourrions expérimenter un nouveau style de vie, créer de l'emploi et offrir aux gens des lieux de rencontre. En septembre 1997, l'administration municipale et le maire de l'époque ont approuvé le décret municipal qui lançait ce processus qui, je le répète, était tout à fait expérimental. Nous avons dû faire face à toutes sortes de problèmes. Les critères de revenus pour les familles, le partage des travaux, à la municipalité, les extérieurs et les parties communes, aux locataires, constitués en coopérative, les aménagements intérieurs, le remboursement des travaux par les locataires et donc des problèmes de crédit et de caution avec les banques. Et enfin, un hébergement provisoire pour les locataires pendant la durée des travaux. La coopérative a impliqué les locataires dans tous les choix, de l'achat des matériaux aux relations avec les administrations. Et à cause des longs délais de cette opération, 8 ans, l'administration municipale a dû relancer 3 fois l'appel d'offres. Nous avons perdu beaucoup de temps, mais au final, nous avons réussi à loger 39 familles. L'autorécupéro est terminé depuis 2007. Cet immeuble a été construit en même temps que les autres immeubles à côté, mais il n'a jamais été utilisé comme une habitation. Il a été pendant 20 ans une école secondaire et à cause de la baisse démographique, l'école a fermé et est restée à l'abandon pendant plusieurs années
jusqu'à ce que des gens l'occupent et que l'expérience d'autorécupération commence. Nous avons dû démolir toutes les cloisons intérieures et conserver seulement les planchers et les murs porteurs pour reconstruire les 39 logements de la coopérative, les espaces collectifs, c'est-à-dire salles de sport, salles d'activités collectives diverses, etc., les garages, toutes les installations électriques et les raccordements divers dans les appartements. Tout cela a coûté 1,8 million d'euros, c'est-à-dire environ 40 000 euros par appartement, c'est-à-dire 700 € du mètre carré, y compris les façades qui ont été refaites, l'ensemble des installations et les chaudières collectives. L'électricité et les peintures ont été réalisées en respectant les normes environnementales. Sachant qu'une Casa Popolare neuve coûte 1 500 € du mètre carré, nous sommes donc 50% moins chers qu'un logement social. 50% ont été payés par la coopérative avec un prêt sur 30 ans et 50% par la mairie de Rome. Sachant en plus que quand on construit du neuf sur un nouveau quartier, il faut y apporter de nouveaux services, des transports, des espaces verts, alors que là, tout existait déjà. La coopérative Tecla se situe en secteur est de Rome. Il est intéressant de noter qu'avec un prix de revient au logement de 700 € du mètre carré pour une opération de 39 logements, cette coopérative est donc 50% moins chère que le logement social en Italie. Nous avons essayé de privilégier des critères environnementaux, par exemple pour l'électricité, en éliminant les champs électromagnétiques dans les chambres à coucher ou en mettant des peintures sans éléments chimiques pour réduire les allergies. On avait envisagé d'installer des panneaux solaires, mais cela n'a pas été possible, faute de subventions. D'une manière générale, dans cet espace collectif, il y a des cours de yoga, de gym, d'arts martiaux. On présente des livres. Il a été reconstruit en réutilisant 70% des matériaux qui ont été récupérés dans les étages, les fenêtres, le carrelage. Nous avons cherché à réutiliser ce que nous donne la terre, au lieu de consommer de nouveaux produits. On a toujours eu l'idée de faire attention aux biens communs, comme l'eau, avec l'idée d'engager des démarches actives pour mettre en crise la logique de marché, par exemple en essayant d'acheter directement auprès des producteurs. On a créé un GAS, un groupement d'achat solidaire, qui nous a permis d'acheter sur Internet des produits frais auprès d'une exploitation agricole située pas loin dans le secteur de Circeo et qui est gérée par des personnes handicapées. On trouve ici aussi des aliments qui sont produits sur les terres confisquées à la mafia. C'est aussi un espace où on peut exposer des peintures, des photos. Les expositions sont destinées à récolter des fonds pour des œuvres caritatives. On fonctionne sur le modèle de la cité d'une autre économie, qui a été implantée dans les anciens abattoirs de la ville de Rome, le Testaccio. La nouvelle administration municipale, après 3 ans, a lancé un nouvel appel d'offres pour y accueillir des entreprises qui mènent des expériences sur des animaux pour lancer de nouveaux cosmétiques ou pour vendre des armes. Nous n'attendons rien de cette municipalité qui revient en arrière sur tout. L'autorécupéro, la nouvelle économie, etc. Quel avenir pour les coopératives? On pourrait travailler sur 2 axes. Avec tout le patrimoine public qui a été mis en vente par l'État italien. Par exemple, les casernes qui ont été vendues et qui peuvent être utiles pour un habitat récupéré. Ce sont des biens qui nous permettraient de ramener les habitants dans les centres-villes alors que ces derniers sont devenus désormais des vitrines. Et puis, il y a l'autoconstruction pour faire face aux besoins d'habitation. Il y a dans la banlieue de Rome des quartiers entiers qui n'ont aucun service, mais où il y a des terrains libres, laissés aux mains des particuliers. Si on y installait des coopératives, on pourrait apporter de nouveaux services dans ces quartiers. Ce serait fait dans une logique d'un urbanisme de qualité au service des habitants et de ces quartiers qui n'en ont aucun. On pourrait alors relancer le Big Bang urbain comme en 1993, où on nous avait traités de fous lorsqu'on avait commencé à parler d'autorécupéro. On peut utilement relier 2 événements qui se sont produits récemment en Italie et aux États-Unis.
En 2001, le gouvernement Berlusconi, qui cherche à récupérer 40 milliards d'euros, crée un consortium financier international, la CIP, dont l'objectif légal est de mettre en vente 150 000 logements sociaux, propriété des sociétés de prévoyance parapubliques, les ente previdenziali. Ces entreprises parapubliques étaient légalement tenues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale de reverser 20% de leurs bénéfices dans le secteur du logement populaire. Les effets sociaux produits sont incalculables. Personnes âgées et familles expulsées, entre 60 000 et 80 000 familles italiennes qui louaient ces logements depuis des décennies sont directement touchées par ce processus de privatisation. Aux États-Unis, en février 2009, la nouvelle administration Obama engage un programme public de 75 milliards de dollars. Ce programme doit stopper les saisies immobilières qui menacent 7 à 9 millions de familles américaines surendettées par des subprimes. Or, ce programme est un échec. Le cabinet américain Realty Track montre que les saisies immobilières n'ont jamais été aussi élevées depuis 5 ans aux États-Unis. En 2009, 2,8 millions d'habitations ont été saisies, ce qui représente 21% d'augmentation par rapport à 2008 et 120% par rapport à 2007. Cette tendance se poursuit en 2011. Or, on peut observer que les organismes de crédit américains, Bank of America, JP Morgan Chase, Alibank, ex-General Motors, qui opèrent aujourd'hui les saisies immobilières aux États-Unis, sont les mêmes qui ont fait partie quelques années plus tôt du consortium financier chargé de démanteler le parc social italien. Bella che così fiera vai, non ti pentire mai. Cogli la primavera, cogli la primavera, cogli la primavera. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà. E fortuna chi se ne va, cogli la primavera. Stringilo forte a te, l'amico che ti sorriderà. E fortuna chi se ne va, cogli la primavera.